Personnellement, je ne crois pas aux quotas, quels qu'ils soient. Les quotas de femmes, les quotas en faveur de la diversité, bref, tout ce que l'on cherche à mettre en place aujourd'hui ou que l'on a déjà mis en place dans le passé. Je ne suis pas très favorable aux quotas. L'idée des quotas n'est pas mauvaise en soi. Simplement, cela ne va pas assez loin. Ce sont les compétences qui comptent, pas le sexe. Les femmes susceptibles d'occuper un poste de direction ne sont pas légion. En ce qui me concerne, j'aurais du mal à accepter l'idée que l'on embauche une femme sous prétexte que c'est une femme, au détriment d'un homme plus qualifié qu'elle. Ce n'est pas aussi simple que ça. Encore faut-il trouver la perle rare. Que faire si la candidate n'est pas suffisamment qualifiée pour le poste? Ou si sa motivation laisse à désirer? Je ne vais tout de même pas embaucher quelqu'un qui n'a pas réellement envie de s'investir. Il faut avoir la volonté de réussir, de diriger, de s'élever dans la hiérarchie. Et c'est justement ça qui fait parfois défaut aux femmes. Elles reculent devant certains conflits ou devant les obstacles qu'elles trouvent sur leur chemin. Alors qu'il faudrait au contraire annoncer la couleur et s'affirmer. Je m'appelle Fanny Letier, je suis directrice exécutive chez BPI France. Je suis particulièrement responsable des investissements directs en fonds propres dans les PME et aussi de toutes les activités d'accompagnement des entreprises, c'est-à-dire principalement des missions de conseil que nous pouvons mener pour les PME françaises pour les aider à se développer en France et à l'international. Oui, j'arrive tout de suite. On sera là dans 3 minutes. Je m'appelle Anka Wittenberg. Je suis responsable de la diversité et de l'inclusion chez SAP. Cela représente 78 000 collaborateurs partout dans le monde. Pour nous, il est important de créer un environnement inclusif où chacun peut être ce qu'il est vraiment, en toute authenticité. Je m'appelle Maria Luisa de Contes. Je suis à la fois française et espagnole. Depuis 2002, je suis secrétaire générale du groupe Renault en Espagne. Il y a quelques années, j'ai repris en plus la direction juridique de Renault Espagne, quand l'entreprise a dépassé les 10 000 personnes. Je suis par ailleurs responsable de la diversité au sein du groupe Renault en Espagne. Et j'ai été nommée à la tête du réseau Women at Renault. Ma mission, compliquée et intéressante. BPI France finance 90 000 entreprises. On est actionnaire de 600 d'entre elles.
Moi, je m'occupe de 450 entreprises dont on est actionnaire minoritaire, qui sont des PME. J'ai envie de les aider à créer de la valeur dans leur entreprise, à créer de l'emploi, à créer de la croissance. Je gère 1,3 milliard d'euros. C'est l'argent des Français. C'est important. Tous les jours, j'ai une partie juridique importante, une partie gouvernement espagnol, ministère de l'égalité, relations avec des autres associations de femmes. L'égalité, ça prend beaucoup de temps. Allez, on commence. Bonjour à tous. L'égalité, c'est pas simplement organiser des rencontres entre femmes ou alors agir d'une certaine façon pour éviter les stéréotypes de genre, etc. L'égalité, c'est aussi avoir des contacts avec le gouvernement, l'administration publique, l'État espagnol, pour leur demander d'agir dans tel et tel et tel. Notre principal objectif pour cette année est de faire voter une loi sur les quotas de femmes en Espagne. Car il n'existe pour le moment que des accords reposant sur le volontariat. Or, si les entreprises ne sont pas sanctionnées, les quotas ne s'appliqueront pas. C'est aussi simple que ça. Les quotas me donnent l'assurance que je vais pouvoir continuer à gravir les échelons, même si je ne suis pas une superwoman comme Maria Luisa. On n'a pas forcément toute l'étoffe d'une superwoman. Mais avec les quotas, il devient possible, à force de travail, de beaucoup d'efforts et d'engagement, de briser le fameux plafond de verre. Il nous ouvre la voie. Je suis une femme un peu autoritaire. Je le sais, j'aime bien que les choses se fassent. Simplement, ce qui me sauve, c'est qu'en même temps que je suis autoritaire, je suis très affectueuse. J'aime bien les gens. Alors, l'un dans l'autre, ça rend la chose vivable pour tout le monde. Donc ça, c'est aussi un peu féminin, de changer d'avis. De dire, bon, de te rendre compte que tu t'es trompé. Les femmes, on est prêtes à assumer nos erreurs. Le plus important pour nous chez Renault, c'est qu'on doit avoir dans nos équipes la représentation et la représentativité de ce qu'il y a dans la population. On vend des voitures aux hommes, on vend des voitures aux femmes. Si on n'a pas une sensibilité qui représente la population partout dans le monde, quelque part on se trompe ou on prend des décisions qui sont erronées. Si vous êtes dans une entreprise comme Renault, la diversité fait gagner de l'argent. Je pense qu'on progresse en France dans l'accès des femmes aux fonctions de dirigeantes, mais qu'on a encore du chemin à faire. En général, je me lève plutôt vers 7 heures. Et donc, quand je suis chez moi, je passe du temps avec mes enfants, je les emmène à l'école. Et donc, je vais commencer ma journée de travail vers 9h, 9h moins le quart. Mais là, quand je suis en déplacement, en fait, j'en profite pour rattraper aussi le retard que j'ai pu prendre dans la semaine. Le matin, j'essaye d'avancer. On est assez productif en général le matin. Quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est à la recherche de la performance dans son travail. Mais je pense que si on m'a nommée au comité exécutif de BPI France, c'est pas pour ça. C'est qu'à un moment donné, en fait, un leader, c'est pas quelqu'un qui exécute parfaitement. C'est quelqu'un qui pousse au changement, est tourné vers l'avenir et est capable, en fait, d'emmener des gens dans ces nouvelles directions. Notre mission chez SAP, c'est « Make the world run better and improve people's lives ». Autrement dit, nous cherchons à améliorer le monde et la vie des gens. Et c'est aussi dans cet état d'esprit que les gens viennent travailler. Ils veulent améliorer les choses. C'est pour cette raison que je me sens bien à ce poste. Je pense avoir trouvé l'endroit où j'ai envie d'investir beaucoup d'énergie. Alors, qui est avec nous? Bonjour Anna Maria.
Bonjour Anka, bonjour à toute l'équipe. Merci d'être là. Bonjour Anna Maria. Je vous rappelle que c'est bientôt la People Week. Donc nous devrons être sur le pont dès octobre. C'est Annette et Florian qui s'occupent de l'organisation. Ils seront nos uniques points de contact. Notre objectif en interne est de faire passer le quota des femmes occupant des postes de direction à 25% d'ici 2017. Cela représente un dirigeant sur 4. Et je pense qu'on peut dire que c'est un défi pour un éditeur de logiciels. Nous prenons les choses très au sérieux, et pas seulement depuis que les quotas existent. Donc merci à tous ceux qui ont participé à ce projet, et aussi à toi Anna Maria. Ta présentation était super, merci. Et merci aussi à toi pour l'organisation exemplaire. Pour moi, c'était une super expérience, parce que j'étais nouvelle dans l'équipe et... Une intégration express. Oui, ça m'a donné tout de suite une vision d'ensemble. C'était vraiment super. Ansgar, tu as encore des infos, notamment sur la situation en Allemagne? Nous réfléchissons à la manière de constituer une sorte de panel de femmes qui, à l'avenir, pourraient prétendre à des fonctions de direction. L'idée serait de créer des groupes de femmes, en externe comme en interne, et de les alimenter en informations qu'elles pourraient ensuite transmettre à leur réseau. Ainsi, en cas de vacance de poste, cela faciliterait l'embauche de femmes. Dans le secteur des logiciels notamment, c'est l'un des sujets phares en ce moment. Demandez-vous si vous avez envie d'occuper un poste de direction. Et si oui, si vous êtes prête à vous en donner les moyens. Le problème en Allemagne, comme j'ai pu le constater à plusieurs reprises, c'est qu'il faut davantage soutenir les initiatives personnelles des femmes. Pour nous, franchir le pas de la féminisation permet aussi d'améliorer la rentabilité de l'entreprise. Je suis économiste de formation et cela détermine mon approche des choses. Ce qui m'intéresse, c'est que SAP reste une entreprise performante. La diversité, ce n'est pas seulement faire passer la proportion de femmes à 30%. Il s'agit aussi de se mettre en quête de femmes aux profils variés en termes de formation, d'expérience professionnelle, d'expérience personnelle. Ce sont toutes ces influences qui viennent enrichir un groupe. Je pense que ce que les femmes apportent à l'entreprise, c'est la faculté d'intégrer différentes perspectives ou possibilités, une certaine curiosité, l'envie de bousculer le statu quo, de dire pourquoi ne pas changer un peu les habitudes. Bref, elles apportent un peu d'air frais à l'entreprise. En management, il y a certaines qualités que l'on qualifie de féminines. Communication, écoute, empathie. Au nombre des qualités masculines, on compte la persévérance, la prise de décision, l'action. Mais le fait est que si vous voulez occuper un poste de direction, vous avez besoin des deux. S'il y a une différence entre hommes et femmes, c'est dans la gestion des choses désagréables, comme les licenciements, les avertissements, ou lorsqu'il s'agit de mettre la pression sur un salarié qui n'est pas performant. Dans ces cas-là, j'ai constaté une différence de comportement entre hommes et femmes. On n'interroge jamais les hommes sur les compétences dont ils ont besoin pour diriger. Du coup, je trouve ça bizarre quand on me pose la question à propos des femmes, car toutes les femmes sont différentes. Certaines sont plutôt dans le travail d'équipe, d'autres sont des fonceuses. Le fait qu'elle soit une femme n'est pas déterminant. Le plus difficile quand on est leader, c'est la prise de décision. C'est vraiment ça qui est difficile. Je pense que pour prendre des décisions éclairées, il faut s'entourer de points de vue qui sont variés. Je pense que c'est très important d'avoir des collaborateurs hommes et des collaborateurs femmes parce que c'est pas le même regard, c'est pas la même attitude non plus. Moi, j'ai un leadership parfois un peu trop maternant, mais je pense pas que ce soit le cas de toutes les femmes leaders. Souvent chez les femmes, quand même parfois chez les hommes, une capacité en fait à sentir ce qui n'est pas dit. Ça c'est sûr. Il y a quelque chose qui n'est pas dit et qui devrait être dit. Donc tout ce qui touche à la communication non verbale, je pense c'est un point fort des femmes. Bonjour. Ça va? Comment vas-tu? Oui, écoute, pas mal, c'est un jour spécial. Tu vas bien? Oui, très bien, très bien.
Bonjour, Fanny Letier, enchantée. Bonjour. C'est très différent. On dit souvent qu'en management, en fait, plus on monte et plus on est au service de ses équipes. Bon. L'ambassadrice de Hongrie a prévu de venir. Et aussi celle de Guinée équatoriale, de Chypre et de Slovénie. Tu te souviens du mail? Et il faudrait absolument envoyer un petit message à Madame Kadash pour lui demander si elle vient accompagnée de la femme de l'ambassadeur d'Irak. Si c'est le cas, j'aimerais être assise à côté d'elle. À plus tard. On se voit à quelle heure déjà? 15h30 à la maison. Allez, j'y vais. Je considère qu'il n'y a jamais de femmes suffisantes. Il manque de femmes partout. Il manque de femmes au pouvoir dans les entreprises. Il manque de femmes dans la politique. Il manque de femmes dans l'art. Il manque de femmes dans les organisations internationales. On aurait beaucoup moins de guerres. Parce que nous, les premières victimes, et les enfants. Les femmes, je me dis toujours qu'il manque de femmes partout, partout, partout. Qu'il faut plus de femmes partout, partout, partout. Et dans les entreprises, il fonctionnerait beaucoup mieux si on partageait nos savoir-faire avec les savoir-faire des hommes dans la prise de décision. Dans ma vie, il faudrait changer pas mal de choses. Idem pour la société dans laquelle nous vivons. L'entreprise fait partie de la société. Et j'essaie, au moins à ce niveau-là, de provoquer un changement de mentalité. Car la présence de femmes à des postes de direction est indispensable à la bonne marche d'une entreprise. Une étude réalisée par Sodexo aux États-Unis montre que les secteurs déficitaires sortent rapidement du rouge dès qu'ils sont gérés par des femmes. Pareil pour la rentabilité qui augmente de 7%. Rien que pour ça, il conviendrait de favoriser l'accès des femmes aux postes de direction, pour doper la rentabilité, mais aussi pour améliorer notre société. Il y a une foule de choses à améliorer. L'engagement, les salaires, la parité. Au bout du compte, est-ce qu'on va réussir à concilier travail et vie de famille? Ce n'est pas gagné. Mais l'important, c'est que nous, les femmes, nous apprenions à croire en nous et à prendre conscience de notre valeur. Dans ce pays, par exemple en Espagne, c'est un pays anti-quota. Ils ne veulent pas de quotas. Aucun parti politique, ni gauche ni droite. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi parce qu'ils pensent que l'égalité, ça va venir un jour, normalement, que les choses évoluent, peut-être doucement, mais que ça évolue quand même, et qu'un jour, on arrivera, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 100 ans ou dans 200 ans, mais qu'elle va arriver, l'égalité. Donc l'Espagne est un pays qui est anti-quota. Vous n'avez pas de parti politique qui ait une loi de quota. Je trouve que les femmes devraient faire passer leur intérêt en premier. Elles ont trop longtemps laissé les hommes occuper le terrain. On peut penser aux autres et penser à nous. Si les femmes se prennent au sérieux, le monde les prendra au sérieux. À nous d'initier le mouvement. Ce qui est décisif dans l'exercice du pouvoir, c'est que l'on a la possibilité de créer quelque chose, de faire bouger les lignes, de déterminer des orientations. Et à la fin de la journée, on se rend compte qu'on a accompagné et favorisé activement un processus incroyablement créatif. C'est passionnant et très stimulant. Le fait d'être une femme a parfois son utilité. Car il ne faut pas oublier qu'il existe toujours cette rivalité, cette compétition entre mâles. Si vous êtes une femme, vous n'êtes pas tellement considérée comme une menace pour un homme. Aucun homme ne part du principe que vous voulez son poste, même si c'est le cas. Puissante, je me définirais pas comme ça, mais j'ai beaucoup de moyens. Oui, j'ai beaucoup de moyens au service des missions que je dois accomplir. J'ai 85 personnes dont je suis responsable, ce qui pour une société de gestion est beaucoup, puisque ce sont des personnes en fait de haut niveau qui ont de bons niveaux d'études. Est-ce que c'est vraiment ces 2 personnes-là qui vont pouvoir délivrer sur ces sujets-là? Est-ce qu'il y a eu des recrutements clés sur ces questions? Qu'est-ce qui ferait que demain ça peut décoller en fait?
On a tendance à être des éponges et effectivement, ce qui arrive aux autres peut nous affecter aussi. Si on sent des collaborateurs stressés, je pense que, en tout cas moi, ça a tendance à m'affecter. Et si on sent que quelqu'un n'est pas à l'aise avec une situation, j'ai tendance à le repérer assez vite. Mais là, encore une fois, il ne faut pas, je pense, se laisser trop contaminer. Au contraire, il faut, je pense, travailler son énergie intérieure pour être capable justement de passer au-delà de ça et d'aider en fait la personne en face à justement mieux aborder cette situation. Et remettre les choses sur le bon rail. Donc ça suppose encore une fois de développer à la fois sa capacité d'écoute, mais ça je pense que c'est naturel, mais aussi son mental. Et c'est d'abord quand on est bien soi-même qu'on peut aider les autres à exercer mieux leur job. Quand on regarde ce qui a été fait dans les entreprises ces dernières années, on constate que les femmes ont été envoyées en formation pour apprendre à négocier comme un homme, peut-être à communiquer comme un homme, et souvent aussi à s'habiller un peu comme un homme. Ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas pour cette raison que nous voulons faire entrer plus de femmes dans l'entreprise. Il s'agit de recruter des femmes pour leurs points forts. Je n'ai pas besoin d'une femme qui s'est incroyablement adaptée. Ce que je recherche, c'est avant tout l'authenticité. Voilà ce qui m'importe. Est-ce que tu sais où tu vas? On doit repasser par la sécurité de l'autre côté, c'est ça? Les hommes ont 10 fois plus de testostérone que nous. Et cette hormone mâle favorise l'autopromotion pour la bonne et simple raison qu'elle te conduit à te surestimer. C'est son rôle. C'est un mensonge biochimique qui te fait croire que tu peux terrasser un mammouth alors que tu en es bien incapable. Du coup, tu vas courir derrière lui et le reste de la tribu se met à l'abri. Les lundis matins, il y avait la réunion de l'équipe de management. Du coup, tous les dimanches soirs, j'avais pris l'habitude de jeter un œil aux résultats de la Bundesliga. D'une part, pour être capable de participer à la conversation. D'autre part, pour savoir dans quelle disposition les uns et les autres allaient être. Ça fait longtemps que je ne travaille plus avec cette équipe, mais je continue à regarder les résultats des matchs le dimanche soir. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de toujours regarder à gauche et à droite. Ne vous concentrez pas uniquement sur votre position actuelle. Regardez non seulement ce qui se passe dans votre service, mais également au-delà. De cette façon, vous serez au courant des différentes évolutions et possibilités. Cela vous permettra d'être toujours au fait des événements et d'être toujours informé à temps si jamais des opportunités venaient à se présenter. On applaudit bien fort Anka Wittenberg. Merci beaucoup. C'est un grand honneur d'être là devant vous et de mettre en pratique tous les conseils que vous nous avez donnés en matière de langage corporel et de techniques de communication. Comme cela a déjà été dit, je m'appelle Anka Wittenberg et je suis responsable de la diversité chez SAP. Ce qui me plairait, c'est que tout le monde ici puisse profiter de ce que propose SAP en termes de carrière et de développement personnel. Définissez un plan de carrière, votre propre espace. Définissez la manière dont vous voulez vous développer et la manière dont vous voulez être perçu.
Aujourd'hui, le monde est devenu volatile, incertain, complexe, ambigu. Le temps où il n'y avait qu'une seule réponse, qu'une seule manière de travailler est révolu. Et cette complexité, nous devrions tous l'intégrer à notre vie et à nos réflexions sur la manière de transformer le monde et la culture du travail. Je pense que les femmes devraient prendre davantage de risques et faire sauter les barrières qu'elles s'imposent à elles-mêmes. Car elles continuent à se considérer comme le salaire accessoire de la famille et à soutenir la carrière de leur mari au détriment de la leur. La confiance en soi et le soutien du conjoint sont indispensables à la réussite. Il est important que les conjoints se soutiennent mutuellement, aussi dans leur carrière, et qu'ils trouvent ensemble un moyen de concilier vie de famille et vie professionnelle. Le défi, c'est de réussir à organiser sa vie autour du travail. Avec qui ai-je envie de vivre? Combien d'enfants? Quelle somme suis-je prêt à investir dans la garde, les études et le reste? Et je pense qu'aujourd'hui, le défi est le même pour tout le monde, homme ou femme. Je pense qu'il est fondamental, c'est-à-dire que je pense que la réussite d'une femme passe aussi par son équilibre privé. Voilà, moi j'ai la chance d'avoir un conjoint qui comprend ce que c'est que la parité, comprend aussi mes besoins fondamentaux, a aussi envie, lui, d'avoir une vie privée et donc s'implique beaucoup dans l'éducation des enfants parce que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et donc voilà, je pense que c'est absolument essentiel en fait de discuter de ça très en amont quand on a envie de s'engager dans un mariage, d'être au clair sur voilà, les attentes bien sûr dans la sphère privée mais aussi dans la sphère professionnelle pour veiller à la compatibilité des parcours. Donc j'ai rencontré mon mari de manière pas très originale en France, ça arrive souvent, à l'école tout simplement. On était tous les deux étudiants à l'École nationale d'administration. C'est l'école qui forme les hauts fonctionnaires français. Donc moi, je venais du Nord-Pas-de-Calais. Lui venait de Tarbes. On étudiait à Strasbourg pour finalement travailler à Paris. Mais voilà, on s'est rencontrés comme ça. J'avais trouvé à l'époque en fait qu'il sortait un peu du lot parce qu'il avait un grand sens de l'humour et ça me faisait beaucoup de bien en fait d'avoir quelqu'un qui ne prenne pas tout complètement au sérieux dans ces grandes écoles. Il y a eu un moment où il a fallu faire un choix. Mon mari américain et moi, on s'est séparés et je me suis retrouvée à assurer seule la subsistance de la famille. Du coup, quand j'étais en négociation, par exemple, j'avais toujours ça dans un coin de la tête. Je n'avais pas de double filet de sécurité. C'était sur moi que tout reposait. J'étais celle qui ramenait l'argent à la maison. De deux choses l'une. Soit je restais à la maison à m'occuper des enfants en bénéficiant des aides du système social allemand. C'était une possibilité. Soit je continuais à travailler en me disant « Tu as fait des études, donc là, tu serres les dents et tu avances. » Et c'est vrai que que j'aurais pu faire une carrière beaucoup plus vite, beaucoup plus rapide, si mon deuxième mari, ou plutôt si mon premier mari, aurait ressemblé à mon deuxième mari. Mon deuxième mari est un homme qui n'est pas en rivalité, ni de salaire, ni d'intelligence. Il n'est pas en concurrence avec moi. Comme mon mari est un homme tout à fait démocrate et qu'il sait très bien que l'égalité pour les femmes, ça signifie le progrès pour tout, une meilleure qualité de vie, de démocratie. Mon activité professionnelle et mes convictions sont totalement, je ne renoncerai jamais à mes convictions. Je suis une personne qui ne supporte pas de me soumettre. J'aime ma façon de penser, j'aime ma manière de voir les choses et j'aime bien qu'on échange. Entonces quiero decir
Ce qui me fascine chez elle, c'est sa capacité à donner de la tendresse et de l'amour. C'est quelque chose de rare. Les femmes dotées d'une grande intelligence, comme c'est le cas de Maria Luisa, il y en a beaucoup. Mais cette capacité à donner de l'amour aux autres, et ceci dès les premiers instants, peu en sont capables. Et c'est ce qui la définit le mieux. Mais c'est une vraie déclaration d'amour. Effectivement. J'ai toujours cherché quelque part, après, dès que j'ai eu un peu d'autonomie, la justice sociale. C'était insupportable de vivre dans ces contrastes où les gens avaient tout, où ils n'avaient rien. Nous, on était une famille où j'étais l'aîné de 5 enfants. Et mon père n'avait pas les moyens, il faisait beaucoup de politique, il était syndicaliste pendant la période franquiste. Et c'était ma mère qui travaillait pour nous nourrir et nous éduquer, ma mère. Mon père, il était ou en prison ou en grève. Je suis toujours très frappée parce que je vois que dans mon histoire personnelle, ce sont les femmes celles qui ont tout fait. Et moi, elles-mêmes, elles m'ont transmis une éducation, une histoire pour que je parle des hommes. Je dis non, 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 non. Je vais parler de vous. Les femmes ont l'obligation d'avoir des résultats au même titre que les hommes. Personne n'y échappe aujourd'hui, surtout avec l'accélération des cadences, la course à la performance, ce genre de choses. Les résultats sont donc un aspect, mais il y a un autre point sur lequel il convient d'insister, à savoir, dès que j'ai de l'influence, j'ai une responsabilité. Et assumer cette responsabilité avec sérieux est un exercice à la fois délicat et exigeant. Et je dois reconnaître que les hommes sont parfois un peu plus à l'aise avec ça que les femmes. J'appelle Anka Wittenberg à me rejoindre à la tribune. Je ne ressens pas le pouvoir comme quelque chose de négatif, mais comme un outil qui me permet d'avoir une influence sur les choses. Et le soir, quand mes enfants me demandent « Qu'est-ce que tu as fait de ta journée ?», c'est là que je me rends compte qu'avec ma position de leader, qui implique exercice du pouvoir et prise de décision, j'ai aussi la chance de pouvoir changer les choses. Mais en contrepartie, il y a cette responsabilité qui pèse sur mes épaules. Je pense que la discussion mérite vraiment d'être approfondie. Il faut essayer d'aller un peu plus loin. Il convient de se demander pourquoi le nombre de femmes dirigeantes augmente si lentement et aussi pourquoi les femmes renoncent si souvent à briguer un poste à responsabilité. Des études scientifiques ont montré que les femmes se portaient candidates si elles remplissaient 120% des critères. Un homme hésite beaucoup moins à postuler. Si en lisant un profil de poste, il découvre qu'il a entre 60 et 80% des qualifications, il va tout de suite envoyer sa candidature. Les femmes ne se jettent à l'eau que si elles peuvent satisfaire à toutes les exigences. Partant de ce constat, nous avons décidé de reprendre tous les profils de poste et les annonces en se posant à chaque fois la question suivante. Les qualifications exigées sont-elles vraiment toutes indispensables, toutes nécessaires, ou est-ce parfois un peu la lettre au Père Noël? Bref, on retravaille le tout dans cet esprit.
Montre-moi surtout le point de contrôle. Le contrôle qualité. Et ça, on le sait quand? Une fois que le client l'a utilisé? Et il y a aussi tout le volet politique dont je m'occupe actuellement. Est-ce que tu connais le réseau de femmes Women at Renault? Belen le dirige au niveau industriel et moi au niveau du groupe. Tu en as déjà entendu parler? Non. Belen et moi... Le problème, c'est qu'elle n'a pas d'adresse mail. Tu n'as pas d'adresse mail? Et les personnes qui n'ont pas accès au réseau n'ont pas ces renseignements. On va voir ce qu'on peut faire pour que tu aies les informations. Je vais évoquer la question avec la directrice des ressources humaines. Toutes les femmes devraient au moins avoir connaissance de ce réseau. Nous organisons des événements, tu vois? Et il y a beaucoup de femmes de Séville qui participent. Moi, j'ai une vie très facile. Je travaille minimum 12 heures tous les jours. Mais comme mon mari et moi, nous sommes dans une relation de réciprocité très profonde, où l'un s'occupe de l'autre, encore que je dois avouer que mon mari s'occupe davantage de moi que moi de lui. Mais ce n'est pas une question d'égoïsme, c'est une question de caractère. Je suis une personne plus passionnelle. Donc, quand je fais ce que j'aime, presque toujours, je ne vois pas ma fatigue arriver. Ma tête est toujours au même rythme, et c'est mon corps qui s'arrête et qui arrête la tête. Donc nous, on est pour les quotas, mais je crois que l'Espagne doit avoir une loi de quotas. Et ça, c'est mon lobby cette année, que je fais avec Mujeres à venir, l'association d'amitié hispano-française. Je fais du lobby parce que ça va au-delà de l'entreprise. C'est du lobbying politique. Et cette année, mon objectif, c'est de faire voter une loi de quotas en Espagne pour les conseils d'administration. On va s'inspirer de la loi française. On va toujours avoir comme un référent Renault en France. C'est plus facile. Et la France, la loi française, qui a déjà été appliquée, qui a très bien réussi. Je pense que les quotas instaurés par la loi deviennent indispensables à partir du moment où la situation n'évolue pas. Dans un monde idéal, il n'y aurait pas besoin de législation. Dans un monde idéal, on se retrouverait dans la situation où il y aurait un large vivier de talents pour siéger dans les comités de direction, des hommes et des femmes. Et les décisions reposeraient uniquement sur le mérite. Mais voilà, nous ne sommes pas dans un monde idéal. Une femme dirigeante a dit un jour « J'ai raté tellement de postes parce que je suis une femme que ça ne me pose aucun problème d'avoir un poste parce que j'en suis une. » Les quotas sont absolument indispensables, mais à 18 ans, j'en pensais le plus grand mal. Quand j'ai quitté l'université à 23 ans, je disais toujours « C'est complètement absurde, les autres femmes et moi, nous allons y arriver grâce à nos compétences. »
Puis j'ai eu 30 ans et j'ai vu des femmes jeter l'éponge. Mais je me disais toujours, le mérite va finir par payer. Et mes amis disaient la même chose. Maintenant, j'ai 52 ans et force est de constater que le monde n'a quasiment pas évolué. On en est à peu près au stade de l'âge de pierre. Les quotas sont donc d'une importance capitale et sans eux, nous n'irions nulle part. Je suis juste en train de revoir un peu l'organisation de mon agenda. En général, mon assistante me met des petites notes pour que j'arbitre entre les différentes options. On n'arrive pas toujours à tout faire dans une journée et parfois je dois être à différents endroits de la France le même jour. Donc elle me demande en fait d'arbitrer et de prioriser en fait ce que je fais. Donc là je réponds à ces questions pour essayer, pour lui permettre d'avancer en fait dans sa planification. Bonjour Maxime, comment ça va? T'as bien dormi? T'as déjà pris le petit déjeuner ou pas? D'accord, d'accord. Eh ben je te fais de gros bisous. Je pense que quand j'ai commencé ma carrière, j'étais relativement opposée au quota. Opposée parce que en fait ça pose un problème de légitimité, c'est-à-dire en fait quand vous êtes nommée en tant que femme, on peut vous opposer en fait, ah bah oui mais c'est parce que je préfère progresser par mes moyens propres et par mes résultats et par voilà, le fait que je suis la meilleure. Voilà, quand on ouvre son spectre de réflexion, quand on considère que la France, c'est pas que Paris, c'est toute la France, quand on considère que le sujet de la féminisation, c'est aussi le sujet de la féminisation des conseils d'administration des entreprises, on voit que les choses progressent quand même extrêmement lentement et qu'à un moment donné, la loi qui a fait le plus bouger les choses en France, c'est la loi qui a imposé des quotas dans les conseils d'administration. Je pense personnellement qu'il n'y a pas besoin de quotas parce que les femmes sont de grande qualité, mais souvent elles ne cherchent pas à progresser par elles-mêmes, elles attendent qu'on vienne les chercher. Donc je pense que les quotas les ont aidées à progresser. Il y a beaucoup de femmes dans les conseils d'administration, il n'y en a pas encore assez dans les comités de direction, de mon point de vue. Je pense qu'il n'y a pas d'optimum. L'essentiel, c'est d'avoir une sorte de parité, que ce soit 40% ou 50%, n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la qualité de chaque personne. Quand j'étais enfant, je souhaitais être professeur. Alors, professeur de français, professeur de mathématiques, professeur de sport, ça a beaucoup varié. Mais le point commun, c'est que j'ai toujours voulu évoluer dans la sphère publique. L'idée tournait toujours autour d'une manière de servir mon pays. Alors évidemment, oui, il y a toujours un petit côté exotique. Quand on arrive notamment au conseil d'administration d'une société et qu'on est la seule femme et qu'en plus on est jeune,
Les gens sourient beaucoup, sont très gentils, très charmants. La politesse à la française est là, mais on ne vous prend pas trop au sérieux au départ. Et puis, je pense que les choses sont progressivement en train de changer. Parce que là où on peut mettre un peu de poil à gratter, peut-être apporter une autre vision, peut-être être aussi parfois un peu plus franche et plus transparente. Finalement, ça facilite de meilleurs débats dans un conseil d'administration. Et puis, je pense aussi que dans la vie quotidienne, en fait, les hommes peuvent vouloir aussi que les femmes prennent toute leur place dans la vie professionnelle. Tu veux celui-ci? Oui, prends ça, c'est super. Tu viens nous aider? J'arrive. 2 minutes. Ok, mais pas plus. Tu t'assieds où? Je sais pas, où tu veux. Ok, merci à tous. Au revoir. C'est pour la bonne cause que maman est allée travailler. Et puis elle n'avait pas vraiment le choix. Mais bon, il y avait toujours quelqu'un à la maison pour s'occuper de nous. Je dois dire que j'avais souvent mauvaise conscience. Quand je partais le matin ou quand une réunion se prolongeait le soir, alors que je serais bien rentrée à la maison. Je culpabilisais aussi quand il y avait une petite fête à l'école primaire le vendredi et que toutes les mères étaient là avec leurs gâteaux. Ou encore quand il y avait une pièce de théâtre. Dans ces cas-là, soit je n'étais pas là, soit j'étais la dernière à arriver. Je m'en suis pas vraiment rendu compte. Ça m'a jamais frappé. J'ai jamais eu l'impression que tu ratais plein de trucs ou que t'étais pas là. Mais toi, tu l'as remarqué. C'est vrai que c'était souvent comme ça. Tu as même raté un anniversaire de Charlie. C'est 11 ans. Oui, c'est vrai, mais bon, c'était pas forcément évident non plus. Je me souviens aussi qu'il n'y avait pas un seul week-end où tu ne travaillais pas, où tu n'étais pas dans ton bureau à régler les affaires en cours, où tu ne répondais pas à des mails. Cette disponibilité permanente, c'était quand même lourd. Je me souviens qu'elle était obligée de travailler beaucoup, de gérer plein de trucs à la fois. Du coup, quand je me retrouve au bureau avec une importante charge de travail, je pense souvent à maman et à tout le travail qu'elle a abattu. Ça m'aide à relativiser, ça me donne du cœur à l'ouvrage, même quand je suis débordé. C'est un vrai modèle pour moi. Je suis fier de toi. Mes objectifs. Moi, mes objectifs, en fait, sont de contribuer à la croissance et l'emploi dans mon pays, qui est la France. C'est toujours ça qui a motivé, en fait, mes choix professionnels. Et donc voilà, je pense que je suis à un endroit où il y a des moyens pour y arriver. Et donc, j'essaye d'utiliser au mieux ces moyens pour arriver à ce résultat. Crois en toi. Ça fait un peu cliché, mais c'est tellement vrai. Il faut que tu définisses précisément où tu veux aller et par quel chemin. Car tu ne seras pas forcément toujours dans des situations où les gens croient en toi. Tu devras alors être ton propre coach et ton propre fan. C'est très important. Personne ne peut dire ce qui va se passer dans les prochaines années.
Et le meilleur antidote contre un futur incertain, c'est d'accumuler les expériences. Ainsi, quoi qu'il arrive, tu seras capable de t'adapter et de te développer. En revanche, cela ne fonctionne pas si tu restes immobile. Si je peux donner un conseil aux jeunes femmes, c'est soignez votre réseau. Consacrez-y 20% de votre temps. C'est absolument indispensable. Tous les jours, sans exception, échangez, communiquez, sortez déjeuner, arrangez-vous pour tomber sur quelqu'un à la machine à café. Si vous avez passé toute la journée à travailler d'arrache-pied, alors utilisez le temps de trajet en bus ou métro pour prendre des rendez-vous autour d'un café. Nous sommes tous en permanence sur le portable. Bref, ne perdez pas votre temps à être au top dans votre travail parce que personne ne le remarquera tant que vous ne le faites pas savoir. Je peux être présidente de Renault Espagne sans problème. Je peux l'être. Parce que je n'ai pas de problème de management. Parce que j'aime les gens. Et ça, c'est un don que tu as ou tu n'as pas. Tu peux faire beaucoup de masters. Et manager, c'est aussi donner, savoir détecter chez les gens ce qu'ils aiment. Et je n'ai pas ces problèmes-là. Et je n'ai pas de problème de compétences. J'ai fait des études, je suis très bien préparée. Et j'aime travailler. Pourquoi je ne suis pas présidente de Renault Espagne ?